Beethoven's Ninth Symphony, the choral symphony, was premiered 200 years ago on May the 7th, 1824. Its anniversary is a real cause for celebration, as its status as one of the towering creations of Western art make it as relevant today as it's ever been. By the time he began working on the Ninth Symphony in 1822, Beethoven was already grappling with profound deafness, which had increasingly isolated him from the world around him. Despite his physical affliction, Beethoven's creative genius burned bright, driving him to push the boundaries of musical expression even further. Every musical form he embraced, he made deeper, more expressive, and more ambitious. During the composition of the Ninth Symphony in the early 1820s, Beethoven was also working on several other significant works. One notable group of compositions from this period is his slate string quartets, including the monumental string quartet in A minor, opus 132. These quartets are some of the most profound and visionary works in the chamber music repertoire, showcasing Beethoven's innovative use of form, harmony, and thematic development. Beethoven was also wrestling with physical challenges, including financial difficulties and failing health. His struggles with illness and his loneliness are evident in his correspondence from this time, where he often expressed feelings of despair and frustration. Despite these challenges, Beethoven poured his heart and soul into the composition of the Ninth Symphony. He approached the work with a sense of urgency and determination, driven by a desire to create a work that would leave a lasting legacy. The inclusion of vocal soloists and choir in the final movement was a daring innovation, breaking new ground in the symphonic genre and expanding the expressive possibilities of orchestral music. So what remains of the manuscripts? Unfortunately, the original manuscript of the Ninth has not survived intact. Instead, what remains are scattered fragments and sketches that offer glimpses into Beethoven's compositional process. Beethoven's working methods were often chaotic and disorganized, leading to a trail of handwritten sketches, drafts, and revisions. He would jot down musical ideas, often using notebooks to capture his thoughts, and this allows us, in many cases, to follow the creative trajectory of a work. After Beethoven's death in 1827, his estate passed into the hands of his brother Johann and later to his friend and assistant Anton Schindler. Schindler, in particular, played a controversial role in the dissemination and preservation of Beethoven's manuscripts. He was known to make unauthorized changes to Beethoven's scores and to sell off fragments of manuscripts to collectors. The surviving fragments of the Ninth Symphony manuscript are housed in various libraries and collections around the world, including the Berlin State Library, the Library of Congress in Washington, D.C., the British Library in London, and here at the Bibliothèque nationale de France in the Rue Richelieu in Paris. These fragments offer valuable insights into Beethoven's creative process, revealing his meticulous attention to detail and his relentless quest for perfection. Mathias Auclair is director of the music department here at the Bibliothèque nationale de France. So who better to guide us through its treasures? Alors, donc, ce qui est assez intéressant chez Beethoven, c'est que c'est le premier compositeur d'abord qui conserve ses manuscrits de manière maniaque, non seulement ses manuscrits définitifs, mais aussi l'ensemble de ses esquisses, qui étaient souvent réunis en carnet. Et à sa mort, ces manuscrits ont été vendus, donc dispersés à travers le monde. Les carnets ont aussi été cassés. Donc certaines esquisses pour la 9e étaient en fait contenues dans des carnets. Et donc on voit cette dissémination des manuscrits de Beethoven un peu comme les reliques du saint qui sont saupoudrées tout autour de la terre pour fertiliser la créativité mondiale en matière de musique. Il y avait évidemment aussi un aspect de fanatisme, d'arrière-pensée politique aussi, derrière tout cela. Et donc la France a elle aussi collecté ces manuscrits de Beethoven, et le grand collectionneur de Beethoven à la fin du XIXe siècle, au moment où ces manuscrits se vendent abondamment, c'est Charles Malherbe, qui est archiviste de l'opéra, mais qui est aussi un énorme collectionneur de musique, et qui évidemment met une partie de ses moyens financiers pour acquérir ces esquisses, notamment de Beethoven, et il rassemble environ 120 manuscrits qu'il lègue ensuite à la Bibliothèque du Conservatoire, et ensuite cette collection est réunie à la Bibliothèque nationale en 1935. Ce fragment du manuscrit
finale de la 9e symphonie a une histoire un peu particulière parce que le reste du manuscrit est conservé dans les collections de la Bibliothèque de Berlin. Le secrétaire de Beethoven, qui s'appelle Anton Schindler, avait acquis à la mort de Beethoven le dossier 9e, sans doute pressé par l'État allemand, a vendu les 3 premiers mouvements assez rapidement, mais a gardé le meilleur pour la fin, à savoir le 4e mouvement, qu'il a conservé assez longtemps, plusieurs dizaines d'années, avant finalement de le céder à la Bibliothèque de Berlin. Et entre-temps, il avait fait l'objet de demandes de musicologues, de leur transmettre telle ou telle page. Et c'est ce qu'il a fait, et les pages ne lui ont pas été rendues, si bien que quand il vend le 4e mouvement, il manque quelques pages qui ont été échangées sur le marché de la collection. Une partie est arrivée dans les collections de Charles Malherbe, les autres sont finalement aujourd'hui à Bonn. Et quand l'État allemand a demandé à Malherbe s'il voulait céder ces pages, il a refusé en disant qu'il voulait en retour l'Alsace et la Lorraine. I mean, here we have 3 fragments from other movements in the symphony. I mean, it's very easy to kind of retrofit, to take the biography and somehow interpret the writing. But the writing here, there's a kind of visceral quality, there's a kind of urge to get it down on the paper. Is that a fair description, do you think? Ce qui est troublant, c'est à quel point ce que l'on voit de son écriture correspond à l'image que l'on a de Beethoven, cette image, presque le cliché, qui s'est doucement affirmé dans toutes les mentalités. Et donc on retrouve dans cette écriture le caractère tempétueux, cette urgence à composer, un peu comme si la musique se pressait dans son crâne et qu'il fallait vite qu'il accouche, d'où ces notes un peu éparses dans tous les coins. On a l'impression qu'il a pris le premier papier venu, aussi le premier crayon venu. C'est-à-dire que vous voyez, de temps en temps c'est au crayon, de temps en temps c'est à l'encre. Alors il y a quelque chose dont on n'a plus aujourd'hui beaucoup, c'est la présentation matérielle, puisque ces feuillets sont souvent arrachés, en tout cas découpés de cahiers. Évidemment, l'économie générale des cahiers apprendrait sans doute beaucoup de choses sur aussi la manière dont Beethoven compose. Mais en tout cas, on a ici cette force beethovenienne dans ces manuscrits, et c'est tout à fait impressionnant. And replacing your scholar's hat with your music lover's hat, I mean, what does Beethoven's Ninth Symphony say to you, at the moment, in this year, surrounded by everything that's going on? Does it have a special message? Ce qui est très curieux avec cette œuvre, c'est que c'est l'œuvre sans doute une des œuvres les plus politiques qui soit, une des œuvres les plus récupérées qui soit, et en même temps, ça reste une immense œuvre d'art, une immense œuvre musicale. Elle porte finalement aujourd'hui essentiellement un message de fraternité, de générosité, et donc on fait abstraction de tout le reste. Ce qui est fascinant chez cette œuvre, c'est qu'on l'a tellement entendue qu'on se dit qu'on n'a plus besoin de l'entendre. Et en fait, à chaque fois qu'on la réécoute, on est absolument fasciné par cette œuvre, particulièrement au concert, je dois dire. Il y a quelque chose de très théâtral finalement dans l'exécution de la 9e, qui fait que les exécutions live, sur le vif, sont toujours très prenantes, très fascinantes. Et moi, à chaque fois que j'ai été entendre la 9e, je suis ressorti complètement bouleversé par ce que j'avais entendu. Mais aussi cette capacité de Beethoven, depuis son 19e siècle, à s'adresser à nous, hommes du 21e siècle, et finalement à nous dire que sa musique est toujours terriblement actuelle et terriblement prenante, à la fois intellectuellement mais aussi émotionnellement.